Le président Trump ne bluffe pas. Il lancera sans aucun doute contre l'Iran une attaque massive, façon Seconde Guerre mondiale, s'ils ne se tiennent pas tranquilles. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Bien sûr, il l'a déjà dit un très grand nombre de fois. Alors on peut se demander à quel point il faut le prendre au sérieux cette fois-ci. Mais ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est que les événements continuent d'avancer dans le détroit d'Ormuz. Des accords se concluent, mais pas avec les États-Unis. Nous allons examiner tout cela aujourd'hui et découvrir ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous recevons bien sûr notre invité favori, le colonel Douglas Macgregor, ancien conseiller principal du secrétaire à la Défense, analyste des questions de défense et de politique étrangère, et vétéran de combat hautement décoré. Doug, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Ravi de vous voir dans... Bon, commençons par ce premier point, parce que le président Trump a fait hier soir une déclaration qui se voulait très assurée sur ce qu'il est prêt à faire ou pas avec l'Iran. Tout anéantir complètement. Et c'est vers Il a peut-être raison sur ce dernier point. Les gens savent quand vous bluffez. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'au début, il affirme cette chose assez étrange. Je ne bluffais pas. Nous étions prêts à lâcher la bombe sur eux, et ça marche plutôt bien. C'est ce qui les a fait revenir à la table des négociations. Et puis le journaliste lui demande « Pourquoi pensez-vous qu'ils seront différents cette fois-ci » Et lui répond « Oh, eh bien, ça pourrait ne pas marcher. » Alors, c'est lequel des deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que moi, comme beaucoup d'autres, j'ai arrêté d'écouter une grande partie de ce que dit le président. Il faut regarder ce qu'il fait et oublier ce qu'il raconte. Et malheureusement, à ce sujet, je ne trouve absolument aucun élément de la part de qui que ce soit en mesure de le savoir, indiquant qu'il y ait des discussions en cours entre nous et les Iraniens. Donc je pars du principe que rien n'a changé. Le renforcement militaire se poursuit et, d'après ce que je comprends, il y a bien un renforcement. Des moyens supplémentaires sont déployés sur le théâtre d'opération. Donc, je suppose qu'à un moment donné, il va passer à l'action. Et selon vous, avant même d'aborder ce que disent certains ici, que se passe-t-il s'il appuie sur la gâchette? Je veux dire, est-ce que ça va faire céder les Iraniens? Est-ce que ça va réduire leur capacité de missiles au point qu'ils ne puissent plus tenir le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, je ne m'attendrai pas à ce que les choses changent beaucoup. Vous savez, il faut regarder ça sous différents angles. Du point de vue iranien, ils ont pris l'avantage stratégique. Ils ont l'initiative. Nous, maintenant, nous essayons de la reprendre. Comment la reprendre? La seule façon de la reprendre, c'est d'attaquer l'Iran. Comment attaquer l'Iran? Est-ce qu'on va faire quelque chose de nouveau et de différent de ce qu'on a fait par le passé? Je pense que c'est plutôt difficile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire ce qu'on a déjà fait, avec plus de force et plus d'intensité si c'est possible. C'est en quelque sorte un retour à ce qu'on appelle le sophisme du joueur, Dan. Vous savez, quelqu'un comme Trump est un joueur, et il se dit « Je gagne toujours, je suis quelqu'un qui a de la chance, je gagne toujours. Je sais qu'avec un lancer de plus, je pourrais gagner. » Et je pense que c'est ce qu'il a en tête. Il va encore jouer le tout pour le tout, en partant du principe que cette fois, avec chaque B-52, chaque B-1, chaque B-2, chaque avion qui peut encore voler, avec chaque bombe et chaque munition qu'on peut rassembler et qui conserve encore une quelconque précision, tout cela sera lancé contre l'Iran. Et cette fois, entre guillemets, ça va marcher. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les gens qui l'ont mis au pouvoir sont ceux qui poussent à cette guerre. Et ils veulent que cette guerre continue. Le but maintenant, c'est de détruire totalement l'Iran.
Si vous ne pouvez pas changer le gouvernement, si vous ne pouvez pas pousser la population à se révolter, et tout ça, c'est absurde. Ça n'allait jamais arriver. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous détruisez l'Iran. Et c'est là où nous en sommes. Eh bien, au moins, c'est là où nous voulons en être. On verra où nous en sommes. Intéressant. Cela dit, le président Trump continue de dire, en gros, que cette menace de taxes va ramener l'Iran à la table des négociations. Regardons cela. Selon vous, si vous pouvez en donner une définition, de quel type d'accord le président Trump parle-t-il seulement aujourd'hui? Parce qu'il y avait déjà un accord. Il en a signé un en juin, le 17 juin, donc il y a moins de 2 mois. Il s'est effondré tout de suite. Alors selon vous, quel type d'accord essaie-t-il seulement d'obtenir maintenant? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment. N'oubliez pas que tout est une question de donner l'impression d'avoir gagné. Mais même ça, ce ne sera pas suffisant. Parce qu'il doit retourner, chapeau bas, voir ses patrons, vous savez, Netanyahou, les milliardaires sionistes, et leur dire « D'accord, voilà ce que je pense pouvoir obtenir. Est-ce que ce sera suffisant ?» Et je ne pense pas que grand-chose leur suffira, à moins d'une destruction totale de l'Iran. N'oubliez pas que cette guerre, dès le départ, ne porte pas sur quelque chose d'important pour nous. Vous savez, on a déjà emprunté cette voie tellement de fois on a écouté tellement de gens parler de l'Iran, écouté toutes ces affirmations selon lesquelles l'Iran serait l'incarnation du mal et chercherait à détruire tout le monde, partout, tout le temps. Tout ça, c'est absurde. Ce n'est tout simplement pas vrai. Nous le savons. Donc c'est une guerre pour la suprématie juive au Moyen-Orient et dans la région. Et de manière étrange, elle est liée à New York et au milieu de la finance internationale. Et franchement, on ne peut plus la considérer séparément de l'Ukraine, parce que les mêmes personnes qui poussent à la guerre contre l'Iran au Moyen-Orient poussent aussi à la guerre contre la Russie en Ukraine. Donc si vous voulez, on a affaire à quelque chose de bien plus vaste que ce qui était envisagé au départ. On ne peut donc pas s'attendre à une sorte de fragile bout de papier qui accorderait à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz, ou une souveraineté importante sur certains sujets, ou qui n'éliminerait pas sa capacité nucléaire. Tout ce qui n'atteint pas ces objectifs, Dan, ne sera tout simplement pas accepté. Mais dans quel but? Je veux dire, oublions la morale. Mettons-la de côté, tout comme la logique. Mais il doit bien y avoir une forme de raisonnement derrière cette idée. Surtout chez ceux qui semblent réellement vouloir fusionner les deux et s'engager sur une voie dont n'importe quel néophyte voit bien que la guerre contre l'Iran n'est pas gagnable militairement. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils poussent à faire. S'ils savent rationnellement qu'ils n'obtiendront pas de victoire militaire, quel est alors l'intérêt pour ceux qui défendent cette ligne d'essayer quand même? Eh bien, le gouvernement que nous soutenons dans tout ça, c'est Israël. Que disent Ben Gvir et Smotrich? De quoi parlent-ils? Ils parlent de l'expulsion systématique de la population palestinienne, à la fois de Cisjordanie et de Gaza. Ils préféreraient les chasser. S'ils ne partent pas, ils les tueront. Ils sont entrés au Liban avec le même objectif de base à l'esprit, au moins jusqu'au fleuve Litanie. Pour le moment, ça semble être en suspens, mais rien n'est réglé. Donc, je pense que la réponse, comme vous le soulignez, n'est certainement pas rationnelle. Et je pense que Donald Trump est dans ce train. Il est assis dans la locomotive. Il ne tire peut-être pas activement tous les leviers, ni ne choisit les voies, mais il est du voyage. Et dans son esprit, c'est à la vie, à la mort. Je pense que, dans l'esprit des Israéliens et de leur soutien ici aux États-Unis, c'est une question de vie ou de mort. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord sont forcément antisémites, ennemis des Juifs, ou je ne sais quelle autre absurdité.
Mais je pense que cet argument commence à s'user. Vous savez, il y a eu ce Grinkiewicz, le général de l'armée, je ne sais pas s'il est général de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, qui est à l'OTAN. Il a dit qu'il devrait choisir entre défendre Israël et défendre les États-Unis s'il n'obtenait pas un destroyer supplémentaire. Ça paraît un peu excessif, mais je pense qu'il essayait de faire passer un message plus large. Je suis surpris qu'il soit encore en poste. Je pense que c'est là où nous en sommes. Donc, si vous cherchez une explication rationnelle, vous n'en trouverez pas. Plus rien n'est rationnel. Simplement mettre fin à la guerre. Eh bien, quelqu'un qui semble appartenir à ce camp-là, à cette école de pensée, c'est le général Jack Keane. Ici, il va dire, vous savez quoi? Oubliez tout accord. Je ne veux aucun accord. J'ai toujours été opposé à cet accord, même s'il était parfait. Partons du principe qu'il y ait un accord. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons fait avec le protocole d'accord et lever immédiatement les sanctions. Pas d'argent, pas de financement, pas de déblocage des avoirs gelés, rien de tout ça. Il faut repousser cela à plus tard, et nous devons impérativement constater un changement fondamental dans le comportement de l'Iran. Des restrictions sur les missiles balistiques et l'absence de soutien aux groupes alliés, ce sont aussi les deux autres grands enjeux. Cela ne fait pas partie de ce qui est envisagé dans ce cadre. Mais avant de céder sur l'argent, ça devrait l'être. Donc il dit, franchement, revenons à la reddition sans condition. C'est exactement ce qu'il décrit. Mais il est censé être le général Jack Keane. Il est censé savoir qu'il n'y a pas de solution militaire, surtout avec les bombes seules, surtout compte tenu de nos stocks. On y reviendra dans une seconde. Il devrait le savoir. Et pourtant, le voilà qu'il affirme avec force. Je pense, Doug, qu'il reconnaît la même chose que vous. Trump a un peu hésité. Alors, il essaie de le pousser à aller jusqu'au bout. Ne faites même pas d'accord. Revenez aux frappes militaires. Eh bien, vous savez, regardez un certain nombre de choses. D'abord, puisque vous évoquez régulièrement le général Jack Keane, vous devriez sans doute consulter les registres publics et examiner tous ses investissements, ses intérêts financiers, ses revenus, et ainsi de suite. Vous découvrirez qu'il fait partie de la même communauté que celle dans laquelle vit Larry Kudlow, à New York. Cette communauté est acquise à tout ce que Jack Keane et Larry Kudlow défendent. Cette communauté-là contrôle actuellement la Maison-Blanche et le Capitole. Donc en réalité, ils prêchent des convaincus. Pour le reste d'entre nous aux États-Unis, qui ne faisons pas partie de cette communauté, tout cela nous paraît irrationnel et contre-productif. Mais je pense que de son point de vue, il n'y a rien à gagner à devenir rationnel à ce stade. Regardez les performances des 5 grandes entreprises du secteur de la défense. Regardez où elles en étaient en 2022 et où elles en sont aujourd'hui. Vous savez, on parle de hausse de $22 l'action à $70 l'action, voire davantage. Mon point, c'est que beaucoup d'argent est gagné par beaucoup de gens, pas seulement dans l'entourage de la Maison-Blanche. On sait tous comment ça se passe. On les a vus vendre le pétrole à découvert, et on a vu Trump créer une culture de la manipulation qui permet à certains de tirer profit de ces crises et de ces guerres. Tout cela en fait partie. Donc il n'a aucune raison d'adopter la position que vous et moi avons. Vous et moi, nous ne tirons aucun profit de tout ça. Eux si. Et je pense que l'explication est simple. Larry Kudlow, bien sûr, est un peu différent, parce qu'il y est émotionnellement investi. C'est plus important pour lui que tout le reste, et il soutiendra tout ce qui promet l'anéantissement total de l'Iran. C'est littéralement de cela que ces gens parlent. Ce que je dis, c'est que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas réalisable. Mais c'est ce qui pousse Donald Trump à faire.
Vous savez, c'est assez drôle. Si Jack Keane dit carrément « Je ne veux aucun accord, exigeons simplement une reddition forcée », d'autres semblent un peu plus pragmatiques, mais peut-être aussi un peu plus immoraux et contraires à l'éthique. Voici Jim Henson, lui aussi sur Fox News. Et il va dire d'accord, je le dis ouvertement, au fait. Écoutez, disons simplement à l'Iran tout ce qu'il veut entendre pour nous mener jusqu'aux élections de mi-mandat, puis on frappera fort. Le président Trump ne veut pas aborder les élections de mi-mandat avec le chaos au Moyen-Orient. Plus aucun pétrole qui circule, et les marchés qui réagissent à cela. Il doit faire en sorte que les républicains conservent le contrôle du Congrès, afin d'avoir une marge de manœuvre après les élections de mi-mandat. Cela ne veut pas dire qu'il leur donnera ce qu'ils veulent. Il peut les tenir à distance par la force militaire s'il le doit, s'ils ne sont pas disposés à conclure un accord. D'ici aux élections de mi-mandat, il limitera les dégâts qu'ils peuvent causer au prix du pétrole et à notre économie, et il espérera qu'ils signeront une forme d'accord à court terme. Après les élections de mi-mandat, je ne voudrais pas être à leur place. Donc enfin, il dit littéralement « Écoutez, je sais qu'on leur a menti par le passé et qu'on a fait semblant pendant les négociations. Recommençons, puis attendons simplement les élections de mi-mandat. Ensuite, sans plus aucune contrainte, on arrivera avec les armes lourdes. Comment cela va-t-il être reçu en Iran? Eh bien, je ne connais pas Henson. Je ne sais pas quel est son parcours, ni ce qui l'amène à ses conclusions. Mais il y a une chose sur laquelle nous devrions nous accorder dès maintenant, d'emblée. Si Donald Trump mettait fin à cette guerre unilatéralement, de son propre chef, et disait « C'est tout. Je suis allé aussi loin que je le pouvais. Il est dans l'intérêt de l'économie mondiale, comme dans le nôtre, que cette guerre prenne fin. Alors je vais retirer nos forces de cette guerre et engager un retrait lent, réfléchi et méthodique. Il serait applaudi d'un bout à l'autre du pays, de l'Atlantique au Pacifique. L'écrasante majorité de l'électorat américain ne veut rien avoir à faire avec cette guerre. Ça ne les intéresse pas. Ils en veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Donc politiquement, Donald Trump n'aurait rien à y perdre. Alors, il a complètement tort. En fait, s'il y mettait fin sans détour, comme on vient d'en parler, et qu'il se retirait, je pense qu'on verrait probablement un résultat différent aux élections de mi-mandat. Ce serait certainement mieux que ce qui nous attend à ce stade. Mais il ne semble pas le comprendre. Et c'est compréhensible parce qu'il fait probablement partie de cette bulle dont nous parlions tout à l'heure. Et vous avez cette minorité qui détient un pouvoir financier immense et qui contrôle les choses. Ils veulent mener cette guerre d'anéantissement contre l'Iran. Point final. C'est eux qui la dirigent. Et Trump leur doit une immense gratitude pour sa position à la Maison-Blanche et sa place en politique. Et je continue de penser que, dans une certaine mesure, il doit être soumis à une forme de contrainte. Vous savez, c'est intéressant, parce que ce que vous dites est peut-être encore plus vrai que certains ne le pensent. Le week-end dernier, j'étais à un événement où Rich Paris prenait la parole. Lui et moi avons eu une conversation à part, et il m'a fait part de sa véritable frustration, parce qu'il s'était récemment rendu à la Maison-Blanche et avait dit au président Trump exactement ce que vous venez de dire. Les chiffres appuient très fortement votre propos. Il a dit que, surtout parmi sa base, le soutien est massif pour simplement mettre fin à cette guerre maintenant et passer à autre chose. Et ces gens ne se préoccupent d'aucune de ces choses-là. Je veux dire, littéralement, chaque mot que vous venez de dire est confirmé par les données et les chiffres. Et c'est quelqu'un que le président Trump soutient et respecte, parce que c'est lui qui avait vu juste en 2016, alors que presque tous les autres sondeurs s'étaient trompés. Et c'est déroutant pour lui.
et pour moi aussi, de voir pourquoi il ne prend pas ces décisions qui seraient politiquement gagnantes pour lui, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Ce qui m'inquiète par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il soit peut-être sous pression pour une autre raison que je ne parviens pas à discerner. Je me souviens qu'en 2023, Tucker Carlson m'avait invité dans son émission, chez lui, là-haut, en Nouvelle-Angleterre. Et la première question qu'il m'a posée, c'était « Pensez-vous que nous sommes sur la voie d'une guerre avec l'Iran ?» Et j'ai répondu sans hésiter « Oui ». Ensuite, quelques années plus tard, il est allé à la Maison-Blanche, il a rencontré le président Trump, puis il a raconté, après l'avoir rencontré, que Donald Trump comprenait parfaitement les écueils, autrement dit, les problèmes, d'une guerre contre l'Iran. Il en comprenait les risques, il en comprenait les implications et même les ramifications stratégiques pour nous. Il a quitté le bureau ovale convaincu que le président comprenait dans quoi il s'engageait. Et il en a conclu que par conséquent, le président ne s'y engagerait pas. Eh bien, il avait tort. Et le président le sait, le savait déjà à l'époque, et le comprend aujourd'hui. Et il l'a fait quand même. Donc je pense que nous devons, vous savez, c'est une erreur. Les gens disent, enfin cet homme ne peut pas être aussi stupide. Ce n'est pas un homme stupide. Émotionnellement instable, oui, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, mais c'est pas quelqu'un de stupide. Il n'est peut-être pas très cultivé, ni très au fait du monde dans lequel nous vivons au-delà de nos frontières, mais cet homme n'est pas stupide. Il comprend ce qu'il a déclenché, et il comprend ce qu'il fait. Alors, quand vous regardez ça et que vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut en tirer deux conclusions. Je vous ai donné la première c'est, j'ai commencé ça. C'est le sophisme du joueur. Je dois aller jusqu'au bout, encore un lancer de dés, et je gagnerai. Ça, c'est une partie de l'explication. Deuxièmement, des gens détiennent quelque chose contre lui. Quelque chose de tellement puissant qu'il lui est impossible de dévier de la voie sur laquelle il est. Et je suppose que seul le temps nous dira lequel des deux c'est. Je me demande, parce que vous avez une expérience directe du président Trump, de sa capacité à prendre une décision de manière rationnelle, puis à se la faire changer par quelqu'un. Plus tard, en 2021, lorsque vous étiez conseiller spécial du secrétaire à la Défense, vous avez élaboré ce que je considère comme un plan brillant pour retirer toutes nos troupes d'Afghanistan de manière ordonnée et coordonnée avant la fin de son mandat, avant son départ. Et vous êtes même allé jusqu'à lui faire signer un ordre d'exécution qui a ensuite été saboté par le président des chefs d'état-major interarmés et par le secrétaire à la Défense par intérim. Qu'avez-vous constaté chez lui? Parce que vous avez dit que vous ne le considériez pas comme un homme stupide. Vous l'avez vu. Si j'ai bien compris, vous l'avez guidé à travers tous les avantages et tous les coûts potentiels de cette décision. Il est arrivé à la bonne conclusion, mais on l'en a ensuite dissuadé. Eh bien, je ne lui ai pas expliqué les détails, mais il a compris que c'était possible. Il a compris, je pense, que l'hiver était le moment idéal. Vous avez été en Afghanistan et vous connaissez là-bas la saison des combats. L'hiver était un bon moment pour se retirer. Mais on l'en a dissuadé. Des gens de sa propre administration l'en ont dissuadé. Cela incluait le secrétaire à la Défense de l'époque. Cela incluait aussi Kash Patel, qui s'y est rendu avec M. Miller, le secrétaire à la Défense. Et ils ont fait front commun avec Mitch McConnell et plusieurs autres personnes du Congrès. Et ils ont tous dit, « Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons déjà pris des engagements. Nous avons parlé à des alliés. » Nous avons pris des engagements, ceci, cela et tout le reste. Et puis il a reculé. Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Si je ne peux pas faire sortir tout le monde, qu'est-ce que je peux faire? C'est la vieille histoire de la demi-grossesse. Et c'est un problème politique.
aucun responsable politique ne veut mener l'enfant à terme puis en être responsable. Alors il a reculé. Et je pense que c'était regrettable. Le résultat, c'est que ce que nous avons vu sous Biden était terrible. Et cela aurait pu être évité. Mais vous savez, il a reculé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'accuse de s'être désengagé sur un certain nombre de sujets différents. Mais cette fois-ci, je ne vois aucune preuve de cela. Je me trompe peut-être, mais je ne l'ai tout simplement pas constaté. Oui, eh bien, je continue de l'espérer. Mais revenons à cette erreur du joueur. Essayez de lancer les dés pour provoquer quelque chose. On vient de montrer Hanson, Jack Keane et plusieurs autres. Ils ne veulent même pas d'accord. Eh bien, il s'avère qu'il y a effectivement des négociations en cours. Simplement, elles n'incluent pas les États-Unis. Voici le vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui parle des négociations entre eux et Oman, lesquelles sont sur le point d'aboutir, avec une réserve importante. Des progrès importants ont été réalisés dans les discussions avec Oman, et ces avancées sont sur le point d'être finalisées. Nous ne cherchions pas, et nous ne cherchons pas aujourd'hui, à mettre en œuvre la clause 5 du protocole d'accord, parce que les États-Unis ont mis de côté toutes leurs obligations, et nous avons nous aussi mis de côté notre obligation concernant le détroit d'Ormuz. Ce que nous faisons avec Oman suit une voie naturelle. Qu'il y ait eu ou non un protocole d'accord, je l'ai dit, si nous voulons que des conditions normales s'établissent dans le détroit d'Ormuz, cela doit passer par la voie de l'entente entre l'Iran et Oman, et non par celle de l'imposition et de l'influence. Les Iraniens donnent donc l'impression d'avoir dit « Vous savez quoi? On laisse les États-Unis de côté. On va travailler sur notre propre accord, ici. » Et tandis que le président Trump lance les avertissements qu'il a lancés dans le premier message, l'Iran lance aussi les siens. Il avertit les États du Golfe que toute nouvelle frappe américaine contre l'Iran déclencherait des attaques de représailles contre leur réseau pétrolier, électrique, d'approvisionnement en eau et de transport. Reuters rapporte que Téhéran a transmis ce message par l'intermédiaire de hauts contacts diplomatiques à l'Arabie saoudite, au Qatar, à la Turquie et au Pakistan. L'Iran a exhorté ses partenaires régionaux à faire pression sur Trump pour qu'il renonce à l'action militaire et revienne aux négociations. Et d'après ce que nous avons pu comprendre, c'est la raison pour laquelle la dernière série de frappes n'a pas eu lieu le week-end précédent. Parce que l'Arabie saoudite a été la principale voix à dire « Ne faites pas ça, parce que nous allons être touchés, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. » Comment voyez-vous cette dynamique? Et si toute la région parvenait à une forme d'arrangement sans même que nous soyons impliqués? Eh bien, rappelez-vous ce que le président Trump a dit lorsqu'il a signé le protocole d'accord à Paris, à Versailles. Il a dit « Je ne veux pas être Herbert Hoover et je ne vais pas être responsable d'une dépression mondiale qui en résulterait. » C'est donc un homme qui comprend les conséquences. Et ce que vous venez de montrer dans ce mémorandum, ou plutôt ce n'est qu'un tweet, ce que vous avez montré dit très clairement ce que les Iraniens disent depuis le début. Si vous détruisez nos infrastructures pétrolières, si vous détruisez nos réseaux électriques, d'approvisionnement en eau et de transport, nous raserons absolument tout de l'autre côté du Golfe. Autrement dit, sur la rive ouest du Golfe Persique. Eh bien, je fais partie de ceux qui ne sont pas convaincus qu'aucun des petits États situés sur la rive occidentale du Golfe survivra à tout ça. Je ne pense pas que les Américains réalisent à quel point ces États sont fragiles, ni à quel point leurs capacités de mobilisation militaire pour se défendre sont limitées. L'Arabie saoudite est perçue, comme les Émirats arabes unis, comme très hypocrite, jouant sur tous les tableaux. Et donc, du point de vue des Iraniens, ces gens nous ont eus,
Ils ont profité de nous, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont nui, ils ont coopéré régulièrement avec nos ennemis, les Israéliens et d'autres. Alors nous n'avons absolument aucun scrupule ni aucune hésitation à les détruire. Je pense que le président Trump le comprend. Et je suis sûr qu'il a été réticent à agir. Pourtant, les Israéliens s'en moquent. Et leurs agents à Washington s'en moquent aussi. Ils s'en soucient comme d'une guigne. À leurs yeux, tout le monde dans la région peut mourir si ça doit servir leur domination, leur contrôle de la région. Je veux dire, franchement, c'est ça. Il suffit d'écouter les dirigeants israéliens. Ils le disent très clairement. Donc je pense qu'on revient au point de départ. Le président Trump, s'il fait pression, vous savez, disons-le comme ça, il y a 3 portes. La première, c'est de relancer la guerre avec tous les moyens dont vous disposez. La deuxième, c'est de ne rien faire. Et la troisième, c'est d'en faire un peu, puis d'essayer de négocier. Eh bien, vous avez déjà essayé la porte numéro 1. Vous allez y retourner? Eh bien, peut-être. La porte numéro 2, ne rien faire. Ce n'est pas envisageable. Il ne peut pas tenir politiquement. L'argent qui est vital à sa survie à la Maison-Blanche pour rallier le Congrès est menacé. Les centaines de millions de dollars réunis dans différents fonds pourraient détruire des gens comme Thomas Massie, ou d'ailleurs Marjorie Taylor Greene, ou quiconque s'oppose à cette guerre avec l'Iran. Ces fonds peuvent être utilisés pour détruire Donald Trump. Et Donald Trump le sait. À l'heure actuelle, ces fonds sont mobilisés pour le soutenir et le défendre. Ces fonds sont essentiels à sa survie parce qu'ils peuvent empêcher toute procédure de destitution. Donc ne rien faire n'est pas une option. Et la troisième porte, alors? Eh bien, nous savons que le président Netanyahou était furieux de la décision du président Trump de reporter l'attaque. Et beaucoup de gens disent, il est peut-être en train de revoir sa position. Mais nous savons aussi qu'il y a des problèmes avec les munitions, que nous attendons un réapprovisionnement et que nous envoyons davantage d'avions sur le théâtre d'opération. Donc il se passe aussi d'autres choses. Mon point, c'est que quand on regarde ces 3 portes, on pourrait essayer à nouveau la troisième. Mais elle n'a pas été très fructueuse. On est donc vraiment ramené à la première porte. Une guerre totale. Et comme vous le dites, il y a de nouveau un problème avec l'option numéro 1, sans même parler du fait qu'elle n'a pas marché la première fois. Et la cible, ce sont les cavernes souterraines iraniennes, sous des montagnes de granit. Ça non plus, ça n'a pas changé. Mais il y a une différence par rapport à la dernière fois où nous avons tenté l'option numéro 1. Selon certaines informations, pratiquement tous nos missiles de précision à longue portée commencent à manquer. Cela concerne les intercepteurs, les missiles offensifs et ainsi de suite. Mais ce matin, le président Trump affirme que ce n'est pas vrai. Il dit que les États-Unis disposent de quantités massives de munitions, surtout de certains types. Il ajoute que de grandes quantités sont fabriquées et expédiées aux États-Unis selon les besoins. Les entreprises de défense construisent le plus grand nombre de sites et d'usines de toute l'histoire de notre pays. Les personnes qui ont divulgué ces déclarations traîtresses sont traquées. De longues peines de prison seront requises. Alors, qui dit vrai? Le président Trump a-t-il raison ou bien les médias ont-ils raison? Eh bien, les médias, oubliez les médias. Ils disent certaines choses ici, sur les stocks de missiles, les stocks de munitions à guidage de précision, que franchement, les gens disent depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est pas un secret. Alors, je ne sais pas de quoi il parle quand il évoque des fuites. Ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie de la défense, si vous interrogez quelqu'un qui se trouve au sommet de cette industrie, j'ai récemment parlé à quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie. Il m'a dit, « Comprenons bien une chose, Doug. D'abord, il n'y a pas de guerre déclarée, n'est-ce pas? En l'absence de guerre déclarée, nous n'avons pas mobilisé l'industrie.
Nous attendons de l'industrie qu'elle se comporte aujourd'hui comme elle le faisait en 1944-1945, sans mobilisation. Vous savez, c'est la première chose. Il faut, en substance, transférer des ressources, des personnes et des capacités du secteur privé vers le secteur de la défense. Nous ne l'avons pas fait et nous n'obtiendrons pas le résultat qu'il veut. L'autre chose, c'est qu'il y a une grande différence entre fabriquer des missiles et assembler des jeeps ou des chars. Il ne s'agit pas simplement de visser des écrous de roues. Vous avez affaire à des chaînes d'assemblage très complexes. Elles impliquent des êtres humains, pas seulement de la robotique. Il y a un peu de robotique, mais une grande partie du travail repose sur l'intervention humaine, pour s'assurer que les puces électroniques, les microcircuits et tout le reste sont bien à leur place, parce que ces équipements coûtent très cher. C'est à usage unique, on s'en sert une fois, puis on le jette. Si vous allez l'utiliser, il faut que ça fonctionne. Et cela parce que nous produisons effectivement fiable. On peut discuter de la défense aérienne et antimissiles. C'est une autre question. Une grande partie de cette technologie n'est pas nouvelle. Mais si vous regardez les missiles standards, si vous regardez les armes de frappe dont nous disposons, elles sont vraiment à la pointe de la technologie et ont un très bon taux de performance. Mais on ne peut pas simplement les produire en série, les sortir à la chaîne, comme on fabriquait les chars Sherman ou les bombardiers BZ-7. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donc le dire. Et je pense que Trump, j'imagine qu'il le sait. Et ces menaces à propos de gens qui divulgueraient des informations, personne n'a rien divulgué de réellement important. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu quoi que ce soit que j'aurais considéré comme classifié. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les connaissances générales. Et les gens dans les forces armées ne sont pas stupides. Les marins, les soldats, les aviateurs et les marines savent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ils savent ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Et donc en ce moment, les pourcentages, j'ai entendu des gens dire que nous n'avons que 20 à 30% de ce dont nous avons besoin. J'en ai entendu dire seulement 20%, voire moins. D'autres ont avancé des chiffres différents. Le fait est que nous avons largement épuisé notre arsenal. Sommes-nous aujourd'hui menacés de sombrer dans une guerre contre une grande puissance? Pas à moins que nous attaquions quelqu'un. Et vous savez, nous sommes stupides. Nous pourrions le faire, mais personne ne veut faire la guerre contre nous. Et je pense que probablement au fond de lui, le président Trump le comprend. Et je pense que son point de vue est le suivant. Eh bien, nous n'abandonnons pas. Nous allons avoir ce que nous avons et nous reconstituerons nos stocks plus tard. Je soupçonne que c'est ce dont il est question dans les discussions. Et qu'est-ce qui se passe, Doug? Disons que les Jack Keane, les Tom Cotton et quelques autres obtiennent ce qu'ils veulent, Netanyahou aussi, et qu'il va de l'avant avec cette opération façon Seconde Guerre mondiale en voyant encore plus grand que la première fois. Regardez, en 40 jours, on a consommé, rien qu'avec ça, entre 40 et 60% de certaines de ces catégories. Et si on continuait encore, disons, un mois, on pourrait littéralement ne plus en avoir du tout. Ou alors n'en avoir plus que des miettes dans certaines catégories. Mais sur le plan militaire, il est très probable, presque certain, qu'on ne serait pas dans une position différente de celle d'aujourd'hui. À part qu'un plus grand nombre d'Iraniens seraient morts, et probablement aussi davantage d'Américains. Mais stratégiquement, on serait au même point qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on ferait ensuite? Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus les ressources pour tirer encore tout un tas de missiles. Qu'est-ce qu'on fera alors? Eh bien, vous et moi sommes d'accord pour dire qu'il est très probable que stratégiquement, dans 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, quelle que soit l'échéance, et nous ne savons pas quand il va appuyer sur la gâchette, nous serons dans la même situation qu'au début.
Je pense que vous avez raison. À ce moment-là, il ne restera soit plus rien, soit si peu que nous ne pourrons pas nous permettre de continuer. Et bien sûr, nous ne parlons même pas de ce qui se passe dans le secteur privé. Nous ne parlons pas du marché. Trump a développé cette culture de la manipulation qui a contribué à créer l'illusion de la richesse et de la prospérité. Le marché ne cesse de monter encore et encore. Tout le monde dit que c'est formidable. On se retrouve, vous savez, en juin 1929. Tout ressemblait à ce qu'on voit aujourd'hui. En octobre, les choses ont radicalement changé. Ceux qui disent ça disent « Ah non, vous avez tort. Non, ça va pas se passer comme ça. » Je n'arrête pas de dire aux gens « Je ne suis pas un expert, mais j'écoute ceux qu'ils sont. » Et si vous parcourez la liste, si vous écoutez Luke Gromen et Jeffrey Gundlach, si vous écoutez Pilkington ou Jeff Curry sur le pétrole, la situation n'est pas bonne. Elle est très très fragile. Elle est très dangereuse. Et ce qu'ils soulignent, c'est quelque chose auquel la plupart des Américains ne prêtent aucune attention. Vous regardez les bons du Trésor et vous vous dites, bon, le bon du Trésor à 10 ans est à 4,7%. Tous les experts disent que s'il monte à 5%, on aura de très gros problèmes. Nous ne pourrons pas supporter cette dette. Nous ne pouvons pas payer du tout. Nous ne pouvons pas verser le paiement exigé. Et en même temps, ils disent, bon, les taux d'intérêt vont baisser. Quand ils baisseront, ça ira. Mais vous savez, en ce moment, ils montent. Et donc, ça veut dire que les obligations doivent baisser. Eh bien, malheureusement, les taux d'intérêt montent et les rendements obligataires montent en même temps. C'est en quelque sorte un double coup dur qui mène au désastre. Mais tous les grands hommes de Wall Street qui sont amis avec Donald Trump disent tous « Oh non, ne vous inquiétez pas de ça. » Je me souviens de ce que Mellon a dit en juin 1929. Il était secrétaire au Trésor. C'était le poste de Besant. Et il a dit « Nous vivons une époque de prospérité ininterrompue. » Et vous pouvez voir où va ce taux des bons du Trésor à 10 ans. Il ne fait que monter depuis mars, à peu près au moment où cette guerre a commencé. Et il continue globalement sa progression jusqu'au point où nous pourrions potentiellement atteindre les 5%. Il y a un autre exemple rapide à évoquer. Notre intervention pour renflouer le yen au bénéfice de la Banque du Japon. Et nous avons puisé dans un fonds d'euros, dans les euros auxquels nous avons accès. Je ne sais pas où ils se trouvent ni comment ça fonctionne, mais nous avons injecté d'énormes quantités d'euros au Japon pour sauver le yen. Alors, avons-nous résolu le problème? Avons-nous mis fin à l'endettement? Le Japon est-il désormais sur la voie de la prospérité et du bien-être? Non. C'est une solution temporaire. Pourquoi avons-nous utilisé des euros plutôt que des dollars? Parce que le dollar s'est affaibli face à l'euro. En utilisant les euros, nous affaiblissons potentiellement l'euro et nous renforçons le dollar. L'ambassadeur est très habile. C'est un homme intelligent, mais il ne traite que les symptômes. Il propose des solutions de court terme, conçues pour tenir jusqu'à la fin du trimestre, ou, dans notre cas aujourd'hui, au mieux les 2, 3 ou 4 prochains mois. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas un règlement. La solution qui a le plus de sens, à mon avis, pour le président Trump comme pour nous, c'est de sortir de cette guerre, de quitter le Golfe. C'est terminé. Vous savez, nous menons un combat d'arrière-garde. Toute cette idée d'hégémonie militaire mondiale, c'est fini. D'abord, nous n'en avons pas besoin. Ça coûte trop cher, et le monde n'en veut pas. En effet. Mais le problème, enfin il y en a beaucoup, c'est que vous avez évoqué plus tôt dans cet épisode l'un d'entre eux, sur lequel je veux revenir. C'est le début d'une fusion entre la guerre russo-ukrainienne et la guerre au Moyen-Orient. Et l'une des premières manifestations de cela, je suppose, se voit dans la guerre aérienne. Ces derniers temps, Kiev est frappé sans relâche.
Je crois que cela s'est encore produit cette nuit. Et la nuit précédente, aucun missile n'a été intercepté, parce qu'il n'y a même pas eu de tentative d'interception par des patriotes. Ce n'est même pas qu'elles ne réussissent pas très bien, il n'y en a tout simplement pas eu. Et cette guerre commence à devenir vraiment problématique. Zelensky dit « Hey, je pense que je veux en être sorti d'ici la fin de l'année. » Eh bien, la seule façon pour que ça arrive, c'est qu'ils se soumettent aux revendications russes. Mais c'est ça qui est étrange. Encore une fois, vous parlez de gens déconnectés de la réalité. Vous avez Zelensky qui dit « Hey, je veux faire pression sur la Russie avec des sanctions, avec ses frappes à longue portée. » Et il y en a encore eu davantage, cette nuit en Russie. Une autre installation de raffinage de pétrole a été touchée. Et les Whiteberries continuent d'être frappés, même hier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette guerre, dans l'esprit de Zelensky, des Européens, ou peut-être même des États-Unis? Parce que vous avez le secrétaire d'État Marco Rubio, qui de nouveau, tout à coup, dit qu'on essaie de trouver une issue à tout ça. Ce sont des images assez incroyables, rien que de la nuit dernière. Et encore une fois, vous voyez que rien n'intercepte ces missiles lorsqu'ils touchent le sol. Qu'est-ce qu'elle en dit? Eh bien, parlons-en. Il y a 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il est très évident que ce que Poutine a dit il y a une semaine environ a maintenant commencé. C'est-à-dire l'intensification des attaques et la volonté de prendre davantage de territoire jusqu'au Dniepr. Ce sont des réalités. Il a dit qu'il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ce gouvernement, ce régime à Kiev. Et je crois que vous m'avez dit, avant le début de l'émission, que quelqu'un à qui vous aviez parlé avait dit que Kiev était devenu une ville fantôme à ce stade. Des gens avec qui je parle, qui sont récemment revenus d'Ukraine, ont dit que c'était un État zombie. Vous savez, il y a la façade d'un État. Et puis il y a les Européens, et malheureusement les Américains, qui aident les Ukrainiens avec des choses comme des drones à longue portée et des missiles à longue portée pour essayer de créer l'illusion qu'il reste de la vie en Ukraine. Et malheureusement, nous les aidons avec les données de ciblage. Nous avons effectué tous les vols et tous les passages de satellites. Nous savons où se trouvent toutes les raffineries. Nous fournissons ces données de ciblage aux Ukrainiens. Ils les utilisent et je pense ils ont réduit la capacité de raffinage de la Russie d'environ 38%, peut-être même davantage à ce stade. Cela a bien sûr créé une situation très sombre pour le pétrole à l'échelle mondiale. Et ce qui est intéressant c'est que nous achetons en fait du pétrole russe sur le marché libre. La plupart des gens ne le savent pas. Autrement dit, nous aggravons la situation économique. Nous la rendons plus risquée. La Russie va survivre à ça. Elle répare ses raffineries, elle a beaucoup de pétrole et peut produire ce dont elle a besoin. Mais cela nuit à d'autres pays dans le monde qui ont besoin d'avoir accès aux produits raffinés que la Russie produisait. Mais ça ne semble intéresser personne. Enfin bref, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense qu'on assiste maintenant à des remaniements dans la structure de commandement de l'armée russe, et ils ne sont pas négligeables. Quand je parle de remaniement, il ne s'agit pas de limoger beaucoup de gens pour les remplacer par de nouveaux. Certaines personnes sont nouvelles, mais la plupart sont simplement déplacées. Et l'une des décisions clés prises au cours des dernières 72 à 96 heures a été de nommer un nouveau général qui commandait au front pour prendre en charge la logistique. Essentiellement, la logistique de l'ensemble du théâtre ukrainien. Il dispose désormais, sous son autorité, d'une structure de commandement unifiée, ce qui lui permet de faire venir de n'importe où en Russie tout ce qui est nécessaire pour soutenir le rythme accéléré des opérations offensives. Pour l'instant, je ne pense pas que cette grande opération offensive ait vraiment commencé. On le voit dans les frappes, mais je pense que ça va maintenant être suivi d'opérations au sol.
Ce n'est pas une évolution anodine. Quelqu'un a dit, mais pourquoi ferait-il ça? Et j'ai répondu, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était en septembre 1944, Bradley a rencontré Patton au sein de la 3e armée. Rappelez-vous, Bradley commandait le groupe d'armée. Il a demandé à Patton, « J'ai un colonel, tout juste sorti du commandement d'un régiment d'infanterie, excellent bilan au combat, commandant très efficace. Si je te le donnais, qu'est-ce que tu en ferais? » Et Patton a répondu, « Je le mettrais à la tête de la logistique. » Et Bradley a dit, « Quoi? Vous ne le voulez pas au combat? » Il a répondu, « Non, j'ai besoin de quelqu'un à la logistique, d'un homme à poigne, de quelqu'un qui fasse avancer ce train. Je ne reçois pas tout ce dont j'ai besoin assez vite. Il faut envoyer là-bas un soldat de combat qui prenne les choses en main et que ça fonctionne. » Je pense que c'est ce que nous voyons en Russie. Nous avons aussi eu des changements dans le groupe d'armée centre, l'armée du centre, dans le centre de l'Ukraine. Cela indique que ces axes opérationnels dont je parle, sont, je pense, en train de se développer. Et nous verrons où cela mène. Mais il semble que ce que l'Ukraine a récemment subi, comme vous le soulignez, lorsqu'elle n'a pratiquement plus de défense aérienne et antimissiles, va aussi se produire au sol. Et puis, vous savez, il se passe aussi autre chose. Avant même d'en venir à la situation sur le terrain, on va y revenir dans un instant. Mais que pensez-vous des actions de Zelensky? D'un côté, il dit « Je veux que ce soit terminé d'ici la fin de l'année », en mettant la pression sur l'Ukraine, en mettant la pression sur la Russie. Et bien sûr, il a obtenu un nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne. Et il essaye d'en obtenir un dans le sillage du projet de loi de Lindsey Graham. Ils essayent de s'en servir pour faire avancer quelque chose qui n'est pas encore totalement finalisé. Mais c'est ce qu'ils tentent de faire. Et puis, en même temps, ils font des choses comme celle-ci. Rien que ces derniers jours, ils ont assassiné le gendre du chef des forces aérospatiales russes, qui a été tué à Moscou dans une explosion provoquée par un drone FPV. Allô, Dan, je vous ai perdu. Après avoir déjà assassiné des généraux russes, vous savez, à Moscou, et ainsi de suite, est-ce que ce genre d'action va réellement aider l'Ukraine? Non. Et en fait, que savons-nous par expérience? Que se passe-t-il quand on écarte le PDG d'une grande entreprise? Eh bien, on a un autre PDG. Arrêtons de nous raconter des histoires. Vous savez, Charles de Gaulle a dit « Les cimetières sont pleins d'hommes indispensables ». Il disait cela en réponse à la déclaration d'un homme politique français. « Vous savez, général de Gaulle, vous êtes indispensable. » Et il a répondu « C'est ridicule. Personne n'est indispensable. » Donc non, ça ne va pas aider. Ça n'améliorera pas la situation, pas le moins du monde. Ça va probablement l'aggraver considérablement. La population russe est déjà enragée. Si cela ne tenait qu'à elle, je pense que toute l'Ukraine ne serait plus qu'un champ de ruines fumantes. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Et puis vous savez, Zelensky est désormais devenu en pratique aussi, quel est le mot juste, trompeur et mensonger que le président Trump. Pourquoi écouter quoi que ce soit de ce que dit Zelensky? Ce ne sont que des absurdités. Cela n'a absolument aucun sens. Et l'une des choses qu'il demande aussi, tout en disant qu'il veut forcer la Russie à conclure un accord, c'est « et si on instaurait un cessez-le-feu aérien ?» Et en particulier, ne ciblons plus nos infrastructures énergétiques respectives. Puis un arrêt des combats le long de l'actuelle ligne de contact. C'est presque mot pour mot ce qu'ils demandaient il y a quelques années. Et l'Union européenne essayait de les aider. Mais étant donné que cela intervient à un moment où ils n'ont pratiquement plus de missiles de défense aérienne, quels qu'ils soient, et qu'on vient de voir il y a une minute des images très explicites, qu'est-ce que cela vous dit
sur ce que Zelensky reconnaît peut-être en disant « faisons quelque chose, n'importe quoi, pour essayer d'arrêter ces missiles ». Eh bien, je pense qu'il se rend compte qu'il joue son dernier round face à Mike Tyson. Et si j'étais à sa place et que je combattais Mike Tyson, je lui offrirais tout ce qu'il voudrait pour pouvoir sortir de là. Donc je pense que c'est ce à quoi vous assistez. Les Russes ne prennent rien de tout cela au sérieux. Ils n'ont foi ni confiance dans quoi que ce soit de ce que nous disons, et ils ne croient certainement rien de ce que dit Zelensky. Il y a eu un article récemment, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, je l'ai vu en russe, je crois qu'il existe aussi en anglais maintenant. C'était une interview de Zaloujny. Vous savez, il était l'ancien ambassadeur d'Ukraine à Londres et il a été interviewé en Ukraine. On a interrogé Zaloujny sur l'OTAN. Il a eu un petit rire et il a dit « L'OTAN, ce n'est rien. L'OTAN n'est pas prête à faire la guerre à la Russie. » Il a ajouté « L'idée que l'OTAN puisse venir nous sauver est absurde. » Donc je pense que la vérité finit par sortir. Mais quand on est dans la position de Zelensky, son travail, c'était pas la vérité. Son travail, c'est de faire tout tirer au bout, aussi longtemps que possible pour maintenir Assad. C'est ce que vous regardez. Vous savez, c'est intéressant. Je n'ai pas l'extrait sous la main, mais j'ai vu ce matin sur Sky News, Sean Bell parlait notamment des missiles intercepteurs, de leur pénurie, du temps qu'il faut pour les fabriquer et du fait qu'il faudra trop de temps pour que ça puisse avoir un effet sur la guerre actuelle et les aider, etc. Puis à la fin, il a fait une observation vraiment intéressante. Il a dit, au fait, nous n'en avons même pas assez en Europe et au Royaume-Uni. Nous n'avons pratiquement aucune défense aérienne. Je n'arrivais pas à croire qu'il l'ait vraiment dit. Il a dit que nous n'en avons pratiquement aucune. Donc, nous ne pouvons pas entrer en guerre contre la Russie. Parce que pouvez-vous imaginer si nous subissions le même type de missiles entrants que ceux que vous avez vus en Ukraine et à Kiev? Ce serait la même chose dans nos propres villes. Pensez-vous que cette réalité commence à atteindre ses va-t-en-guerre? Non, parce que je pense que selon eux, nous pouvons nous en sortir rapidement, mobiliser l'industrie et faire tout ce qu'il faut. Et je pense qu'ils ne croient pas que quiconque oserait nous défier. Et bien sûr, ils ont tort. Cela dit, certains officiers généraux à la retraite, comme Wes Clark, ont déclaré « Si nous perdons en Iran, c'en est fini de notre soi-disant hégémonie militaire, de notre hégémonie militaire mondiale. » Eh bien, il a raison, sauf que cette hégémonie militaire mondiale a déjà disparu. L'autre point qu'il avançait implicitement, c'est que si nous échouons à obtenir un succès militaire sur ce théâtre, d'autres nous défieront. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient envie de nous faire la guerre, quelles que soient les circonstances. Je ne trouve tout simplement aucune preuve de cela. Mais je dirais ceci, plus ça dure, plus notre image se dégrade. Nous n'avons pas l'air très forts. Vous vous souvenez de Boris Johnson, qui était venu voir Zelensky? C'était en avril 2022, lorsqu'un soi-disant accord avait été conclu. Il aurait mis fin à ce conflit dans des conditions infiniment meilleures que tout ce qu'on pourrait obtenir aujourd'hui. Et on lui a dit, « Vous savez, vous avez derrière vous toute l'OTAN et les États-Unis, les plus grandes puissances militaro-industrielles du monde. Vous ne pouvez pas perdre. » Eh bien, il a perdu. Oui. Si seulement on pouvait revenir en arrière et accepter cet accord aujourd'hui, ce serait assez incroyable. Écoutez, dans les quelques minutes qu'il me reste avec vous, je ne veux pas vous laisser partir sans parler d'autre chose. C'est un sujet qui a beaucoup fait l'actualité ici ces derniers temps, un sujet qui vous intéresse depuis un moment, le dysfonctionnement du système bipartite actuel. On en a beaucoup parlé. Hier soir, Tucker Carlson en a aussi parlé.
Il a consacré une émission d'1 heure et demie à présenter en gros un plan en 10 points pour créer un nouveau parti. Parce qu'il dit ceci, c'est en fait une citation de MTG. Elle dit « Les deux partis nous donnent le même résultat, peu importe qui est au pouvoir. Plus de dettes, plus de guerres à l'étranger, un coût de la vie toujours plus inabordable, peu importe à quel point vous travaillez dur. Les deux partis sont des échecs complets. » Et puis Tucker Carlson a, en quelque sorte, exposé sa vision de la direction que devrait prendre un nouveau parti. Mais il n'existe pas de parti pour le moment. Lui dit simplement qu'il faut en créer un. Où vous situez-vous là-dessus? Eh bien, évidemment, vous et moi, on en a déjà parlé. Je défends l'idée d'un nouveau parti depuis très longtemps. Je pense que dans le tweet que vous venez de montrer, le commentaire de Tucker tout en bas était très juste. Il a dit « Le système s'est effondré dans la paralysie et le pillage ». Je pense que c'est ce que vous voyez. Le pillage d'abord. Quand je parlais d'une culture de manipulation à la Maison-Blanche pour enrichir certaines personnes, c'est en réalité de la corruption et du pillage. Ce ne sont pas seulement les républicains. Tous ceux qui peuvent y être impliqués le sont. Vous savez, tout le monde parlait de Nancy Pelosi et des délits d'initiés liés à sa vie, et de la façon dont des gens arrivent avec quelques centaines de milliers de dollars et repartent avec des millions. C'est une épidémie maintenant. Est-ce qu'un autre parti va émerger et régler ça? Ce serait certainement utile. Mais je pense que c'est aussi une question de leadership. Vous savez qui est sur le banc? Revenez à 1968 et regardez les conditions très graves que connaissait notre société à ce moment-là. Au final, le résultat, ça a été Richard Nixon, que la gauche adore détester. Mais Nixon a été élu parce qu'il était dur, intelligent, et que les gens avaient confiance dans sa capacité à rassembler le pays et à faire le travail. Vous savez, il a commis une erreur profonde avec cette absurdité du Watergate. Mais si vous regardez son bilan pendant qu'il était là, il a réussi. C'était un homme très intelligent, impitoyable et dur. Il n'était pas particulièrement sympathique, mais c'était le genre de personnalité que les gens étaient prêts à élire parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour nous sortir de la situation dans laquelle on était. Il y avait la guerre du Vietnam et tous les problèmes intérieurs. Alors, revenons au présent. On pourrait passer l'heure qui vient à parler de tous les problèmes que nous avons chez nous. Et où trouver quelqu'un qui se lève et dit « Oubliez toutes ces histoires à l'étranger. Ça n'a pas d'importance. Nous allons rapatrier nos forces. Nous devons nous concentrer ici. Nous avons des problèmes difficiles que nous devons régler, aussi désagréables soient-ils. » Je ne pense pas que le peuple américain en soit encore là, mais il y arrivera. Et quand il y sera, ce troisième parti deviendra pertinent. Pour l'instant, ce troisième parti est un monstre sans tête. Et qu'en pensez-vous? Même à cette époque-là. Parce que je suis d'accord, les conditions qui, historiquement, ont conduit à l'essor d'autres partis sont en train de se réunir. Pas seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays au fil du temps. Et je pense que c'est clairement ce qui nous attend. Parce qu'à ce stade, nous avons mis en place des mécanismes qui font qu'on ne peut plus l'éviter. Comme vous le disiez il y a 1 minute à propos de Scott Bessent, il essaye d'éteindre de petits incendies ici et là, de faire quelque chose pour aider au cours des 2 prochains mois. Mais à plus long terme, on va simplement arriver à un point où on ne pourra plus réparer ça. Alors, quand ce moment viendra, à quoi peut-on s'attendre, même avec l'émergence de ce type de leadership dont vous parlez? Il existe quelque part, mais il ne s'est pas encore manifesté parce qu'il y a des gens formidables dans notre pays. Mais selon vous, que feraient les 2 pouvoirs en place? On pourrait même parler du parti unique pour essayer de l'étouffer. À quel point serait-il difficile d'émerger, même dans ces circonstances?
Eh bien, il est toujours difficile de se hisser au niveau exigé pour accomplir quoi que ce soit d'important, que ce soit dans l'armée ou dans le secteur civil. Des gens qui sont réellement ce qu'ils prétendent être, par opposition à ce qu'on voit aujourd'hui. On voit beaucoup de gens prétentieux qui se présentent comme des hommes du peuple, des durs ou autre chose encore, pour finalement être cruellement déçus. C'est ce qui est arrivé à l'ancien mouvement MAGA. Quiconque est encore dans le mouvement MAGA et pense avoir la Maison-Blanche, quelqu'un qui s'intéresse à lui devrait probablement se faire examiner la tête. Mais du côté démocrate, vous avez un problème similaire. Vous n'avez pas encore une situation qui favorise l'émergence de qui que ce soit. Les choses changent quand la situation est mauvaise. Et elle est mauvaise, mais pas encore assez mauvaise. Vous savez, repensez à notre expérience de Kasserine en février 1943. Ce fut un désastre. 11 000 soldats allemands ont attaqué 30 000 Américains d'un corps d'armée. 2 000 Américains ont été tués ou blessés. Un certain nombre ont été faits prisonniers. Tout le corps d'armée s'est effondré. Et finalement, Ernest Harmon, un général de division auquel on prête très peu d'attention aujourd'hui, est intervenu et a tout remis en ordre. Mais nous avons eu de la chance parce que les commandants allemands, à des niveaux plus élevés, ont décidé d'annuler l'attaque. S'ils avaient continué à pousser, ils auraient pu aller jusqu'à la Méditerranée. Toute cette affaire a été une catastrophe. C'est comme ça que George Patton s'est retrouvé à commander le corps d'armée. Personne n'aimait Patton. Ce n'était pas quelqu'un d'aimable. C'était un sale connard. Mais il était compétent. Les gens savaient qu'il était compétent et qu'il ferait le travail. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc on ne verra émerger personne comme lui avant que les choses ne deviennent bien pires. C'est le mieux que je puisse vous dire. Eh bien, malheureusement, je ne peux contester rien de tout ça. C'est simplement ironique et pervers qu'il faille en arriver là avant que les gens puissent changer les choses. Mais avec les personnes qui sont aux commandes, à tous les niveaux, dans ce pays, je ne vois tout simplement pas comment l'éviter. Nous attendrons de voir comment tout cela va se dérouler. Mais écoutez, nous vous remercions d'être venus aujourd'hui, comme toujours, et de nous avoir apporté ces analyses, parce que je pense qu'elles vont vraiment porter leurs fruits plus tard. Je rappelle simplement aux gens d'aller sur mcgregorwarrior.substack.com. C'est là que vous trouverez des articles, comme celui qui est affiché à l'écran, ainsi que toutes sortes d'autres articles et d'autres nouveautés que vous pourriez publier prochainement. Eh bien, merci, Danny. Des gens apprécieront percevront le bras en prestrophe qui n'en font plus qu'une. Oui, nous avons d'ailleurs abordé ce sujet dans plusieurs de nos émissions. Nous y reviendrons donc davantage. Merci beaucoup. Nous l'apprécions toujours. Merci, Dan. Et nous vous apprécions aussi. On a encore 2 émissions pour vous aujourd'hui. John Mearsheimer reviendra dans environ 1 heure, à 13 heures. Il a des choses très intéressantes à dire, comme toujours. Ensuite, on recevra de nouveau Omer Bartov. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Il parlera de la façon dont les choses sont perçues de l'intérieur d'Israël, de leur processus de décision et de sujets qui ont un lien direct avec notre guerre au Moyen-Orient, ainsi qu'avec nos responsables politiques et nos militaires ici dans ce pays. Vous ne voudrez pas manquer ça, je vous le promets. Omer Bartov, cet après-midi. Je crois que c'est à 14 heures. Et on se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. En réalité, nous n'avons pas de sponsor. Et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec toute une série de publicités. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.